contemporaine. L'émission Philosophie de Blandine Kriegel est consacrée aujourd'hui à Steven Spielberg, cinéma et démocratie américaine, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité Juive. Merci, cher Philippe Sinclair, et à l'enregistrement, à la réalisation, et Benjamin à la régie. Donc aujourd'hui, chers amis, nous nous intéressons, toujours dans cette enquête, n'est-ce pas, sur l'art et la démocratie, à un grand cinéaste qui est Steven Spielberg. Pourquoi ? Parce qu'il a traité dans son film, de Lincoln, il a traité à la fois de l'histoire politique des États-Unis, c'est-à-dire la guerre de sécession, mais aussi au moment où Lincoln, en 1865, voulait inscrire l'abolition de l'esclavage dans le 13e amendement, de toute la politique qu'il a dû engager, et c'est-à-dire de la politique de la démocratie américaine et même de sa philosophie politique, de la philosophie politique de la démocratie. Donc, chers amis, nous commençons par la lecture d'un texte très célèbre, le discours de Gettysburg, qui est inscrit sur les murs du mémorial d'Abraham Lincoln à Washington, et que d'ailleurs récitent les petits écoliers américains. On vous écoute, cher Alexis. Abraham Lincoln, discours de Gettysburg. Il y a 87 ans, nos pères donnèrent naissance sur ce continent à une nouvelle nation conçue dans la liberté et vouée à l'idée selon laquelle tous les hommes ont été créés égaux. Nous sommes maintenant engagés dans une grande guerre civile qui vérifiera si cette nation ou toute autre nation ainsi conçue et dédiée au même idéal peut durer longtemps. Nous nous rencontrons sur un grand champ de bataille de cette guerre. Nous sommes venus consacrer une part de cette terre qui deviendra la dernière demeure de ceux qui ont donné vie pour que cette nation puisse vivre. Il est à la fois convenable et digne de le faire. Mais au sens large, nous ne pouvons pas dédier, nous ne pouvons pas consacrer, nous ne pouvons pas sanctifier ce sol. Les hommes braves, vivants et morts, qui se sont battus ici, l'ont sanctifié bien au-delà de notre pauvre pouvoir de magnifier ou de minimiser. Le monde donnera bien peu d'attention et bien peu de mémoire à ce que nous pouvons dire ici, mais jamais il ne pourra oublier ce qu'ils ont fait. C'est à nous les vivants de nous vouer à l'œuvre inachevée que d'autres ont si noblement entreprise. C'est à nous de nous dédier à la grande cause qui reste pendante et pour laquelle ils ont offert le sacrifice suprême. C'est à nous de faire en sorte qu'ils ne soient pas morts en vain, à nous de vouloir qu'avec l'aide de Dieu, cette nation renaisse à la liberté. À nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ne disparaîtra pas de la terre. Abraham Lincoln, 19 novembre 1863. Merci beaucoup, Alexis. Alors, le film de Spielberg commence déjà au deuxième plan par ce discours qui est lu. D'ailleurs, c'est assez rare. Ce n'est pas courant un film qui commence et qui finit, parce qu'il y a aussi un autre discours à la fin de Lincoln qui commence et qui finit par la lecture d'un texte. Hommage à l'écriture, hommage, disons-le, à la pensée. Alors, je dirais qu'au moment où Vladimir Poutine, n'est-ce pas, a tenté de forcer la séparation, n'est-ce pas, par l'invasion, la séparation de l'Ukraine, eh bien, un film comme celui de Spielberg, qui était consacré à la guerre, à l'esclavage et à la démocratie, et qui pose de problèmes, n'est-ce pas, du rapport de la guerre et de la démocratie, eh bien, n'est pas dénué d'actualité. Alors, de quoi nous parle donc ce texte, qui est court, qui est très court en vérité, mais extrêmement dense, au lendemain d'ailleurs de la victoire de Gettysburg, la première victoire nordiste de Gettysburg, qui a coûté très cher, n'est-ce pas, plus 600 000 morts. Et d'ailleurs, la guerre de sécession fera 700 000 morts, c'est-à-dire une des guerres les plus coûteuses, sinon la plus coûteuse de tout le 19e siècle. Eh bien, de trois choses nous parle ici ce texte. Premièrement, de la naissance et de la renaissance de la nation américaine dans la guerre d'indépendance et sa lutte pour la liberté et l'égalité, et dans la guerre de sécession, même chose, lutte cette fois-ci plus spécifiquement pour l'égalité qui permettra l'émancipation. Deuxièmement, de la consécration évidemment funéraire des soldats morts au combat et de la dette que
les Américains ont contracté avec leur héroïsme. Et enfin, troisièmement, de cette définition si célèbre de la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, que, on le sait, Churchill, je crois que c'est aux Communes en 1947, et puis De Gaulle, avec l'article 2 de notre Constitution de 58, eh bien, ont repris. Alors, venons-en, si vous voulez, maintenant à ce film de Lincoln. Lincoln, n'est-ce pas, qui est écartelé entre, au fond, le principe de justice, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage qu'il veut faire triompher, et la prolongation de la guerre, eh bien, est obligé de redéfinir la démocratie et de tenir un nouveau discours sur la guerre. Et le film montre que, en fait, la politique américaine se déploie entre combat et compromis, par des décisions qui sont soumises à la finitude, aux aléas. Et au début, donc, il y a la guerre terrible, n'est-ce pas, le premier combat, atroce boucherie et mutilation. Et d'ailleurs, ceux qu'on voit, ce sont, dans ce blues, n'est-ce pas, d'un combat sans merci, ce sont des soldats noirs qui luttent jusqu'au dernier sang, les capotes déchirées, les corps qui s'enfoncent dans la terre. Au fond, c'est terrible. Et d'ailleurs, au fond, première idée, Spielberg signe que la mort est une fin et que la guerre est un monstre. Mais immédiatement après, on a justement ce rush et ce fameux discours de Gettysburg où les soldats yankees, noirs et blancs, montrent qu'en fait, le combat se poursuit aussi dans les mots. Alors, plus fondamentalement, bientôt, c'est le sujet principal du film, c'est comment décider, comment emporter la décision dans une démocratie. L'institution, c'est le vote, le moyen, c'est le compromis, et c'est le compromis que nous montre essentiellement ce film, qui est au cœur de la vie démocratique. Car partagé entre les républicains conservateurs qui veulent d'abord arrêter la guerre et les républicains radicaux qui souhaitent seulement l'égalité raciale, c'est le parti de Lincoln, Lincoln peu à peu abat son jeu qui est celui du tiers-parti. Et il va rassembler, en combinant la ruse et la persuasion, il conserve deux fers au feu, convaincu, il le dit à plusieurs reprises, qu'il faut laisser du temps au temps, parce que le temps, au fond, est fertile. Et donc la démocratie, on va le voir, est le pire des régimes à l'exception de tous les autres, et c'est un éloge de la démocratie. Alors, le président fait avec ce qu'il a, n'est-ce pas, non pas avec les hommes tels qu'ils devraient être, mais avec les hommes tels qu'ils sont. Et donc, il mène, au fond, une double politique, tortueuse, dit-on. D'un côté, des négociations secrètes avec le Sud pour satisfaire aux conservateurs. De l'autre, une conquête des votes démocrates pour combler les radicaux en utilisant tous les moyens du lobbyisme. On sait que c'est développé aux États-Unis, où Spielberg montre que la distance entre compromis et corruption est infinitésimale, n'est-ce pas? Carrément, on achète des votes. Pourtant, et finalement, il va trancher deux fois. D'abord, en faisant prévaloir contre les radicaux qui ne veulent pas mener des négociations de paix que, en fait, il faut rappeler qu'une politique trop idéaliste, au fond, c'est semblable à une cosmographie qui pense à la boussole au nord, mais qui ne voit pas la géographie, n'est-ce pas, les obstacles immédiats. Et deuxièmement, eh bien, deuxième décision, il décide de prolonger la guerre et de soumettre, en fait, l'opportunité de la vie au principe symbolique qui l'emporte. Et là, il s'appuie, c'est assez remarquable, sur Euclide, n'est-ce pas, sur les principes d'Euclide. Et la démocratie, donc, est plus que la démocratie, puisque, au fond, c'est une idée, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit aussi dans le discours de Gettysburg, pour laquelle on peut mourir. Et d'ailleurs, c'est ce que lui explique, au fond, l'employé noir qui travaille avec son épouse, que, en fait, par le sacrifice de son fils, eh bien, au fond, les Noirs ont déjà gagné toute la citoyenneté à venir. Bref, je conclus rapidement ce commentaire en vous disant ce qui m'a frappé, c'est que le discours que Spielberg fait prononcer à Lincoln, eh bien, c'est la reprise très bien informée. D'ailleurs, j'ai vu que beaucoup d'universitaires ont participé au scénario, universitaires américains, au fond, de la plus traditionnelle des philosophies politiques américaines que Pocock, dont nous avons parlé ici, avait isolée, celle du courant machiavélien, n'est-ce pas, venu des républiques de cité qui sont insurgées contre les prophètes des armées,
ou dans un monde agressé par tous les tyrans ou les despotismes, eh bien, il faut assigner une place à la puissance. Alors, voici la question que je voudrais vous adresser à tous, parce que c'est une question, au fond, qui s'est imposée à moi. Est-ce que c'est tout à fait suffisant, n'est-ce pas? Est-ce que les républiques machiavéliennes, faute d'un État, nous en avons un, juxtaposent plus qu'elles ne les articulent, la puissance et la loi, et est-ce qu'elles ne risquent pas de donner toujours au fond, une place trop faible ou trop forte à la violence et à la guerre, ou encore d'osciller, n'est-ce pas, en se retournant de l'un à l'autre. Mais au moins, on dira qu'avec ce film, eh bien, la grandeur des Américains, c'est d'avoir commencé de réfléchir à leur pensée politique, et on peut se demander si nous, on ne devrait pas en faire autant. Alors, ma première question, cher Alexandre, s'adresse à vous, comme d'habitude. Eh bien, au fond, est-ce qu'on peut mourir pour la démocratie, comme l'a dit Lincoln? Est-ce que la démocratie est au-delà du bellicisme et du pacifisme? Ou encore, est-ce qu'il existe une limite entre démocratie et despotisme? Et même, troisième et dernière question, est-ce que la définition qui est donnée, n'est-ce pas, du gouvernement du peuple, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que quand on dit que la démocratie, par exemple, c'est seulement la loi de la majorité, est-ce qu'on a tout dit sur la démocratie, comme certains l'ont dit, qui ont estimé que Poutine était un démocrate, puisqu'il avait été élu par une majorité, comme d'ailleurs avait été élu par une majorité Mussolini, Hitler et Pétain. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre? Bon, mais de la démocratie selon... Bien entendu, et c'est encore une découverte récente, je veux dire, comme le disait Saint-Just, le bonheur est une idée nouvelle en Europe, parce qu'en fait, il pensait à la déclaration d'indépendance américaine et au droit au bonheur. Et effectivement, l'état de droit, qui est, chère Blandine, et je rougis en vous faisant ce compliment, mais il est mérité. Vous avez été, et avec une continuité extraordinaire dès vos premières œuvres, une des premières à le défendre. Et en effet, on voit très bien qu'il n'y a pas... l'état de droit précède, dépasse, je dirais, et accompagne la démocratie. La démocratie est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Et tout cela, on s'en est aperçu, effectivement, avec tous ces votes démocratiques ou semi-démocratiques. N'exagérons rien pour le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Mais enfin... Il y aurait eu il y aurait eu un plébiscite en France en 1940, ça aurait été encore pire. Mais il est déjà la Chambre et le Sénat, qui était de 1936 du Front populaire, ont accordé les pleins pouvoirs avec une grande majorité au maréchal Pétain. Et à partir de là, on a compris que non, il fallait des garanties constitutionnelles infrangibles et qui étaient capables de tenir même dans les pires secousses. Donc, il fallait des droits de l'homme, il fallait des droits fondamentaux que le Conseil d'État a toujours considérés comme ne faisant pas partie de la jurisprudence du droit constitutionnel français. Ils sont encore aujourd'hui sous de l'influence communisante qui les a pénétrés en profondeur. Oui, ils ont été bien entendu très communisants. Maintenant, ils sont toujours pas calmés là-dessus. Ils n'en veulent pas. Eh bien, oui, évidemment, c'est fondamental. La loi fondamentale en Allemagne aussi, qui a interdit les plébiscites et les référendums, parce que Hitler en a fait un tel mauvais usage, un tel mésusage. Et puis, bien entendu, tout ce que les Russes, petit à petit, sont en train d'apprendre dans la tragédie qu'ils vivent en ce moment, et d'autres. Il faut effectivement une séparation des pouvoirs et des garanties constitutionnelles. Autre question. Les Américains se sont battus pour des principes, n'est-ce pas, l'abolition de l'esclavage. Je parle des Américains du Nord, contre l'assassinat. Est-ce qu'en Ukraine aujourd'hui, on se bat aussi pour une certaine idée de la démocratie? Mais oui, et Dieu sait que moi j'ai appris... Parce que certains nous disent que c'est seulement parce que j'ai eu la même éducation que Poutine, c'est pour ça que je le comprends très bien, même si la seule fois que nous sommes rencontrés, ça a été un peu frité. Mais enfin... Disons que oui, nous connaissions tous, j'ai une petite culture russe quand même, l'Ukraine, c'est les pogromistes, c'est eux qui ont fait les pogroms de Kiev, et puis ensuite Babillard, les massacres avec les Allemands, ils ont ouvert les frontières aux Allemands plus que les autres, pas tellement plus. Mais certains, alors vous estimez que ça a changé maintenant? Oui, ça change parce que le temps change, et parce qu'aujourd'hui, ces gens qui plébiscitent à 70%, je crois, dans les sondages, et dans toutes les régions de l'Ukraine, même les plus russophones, les plus russes, elles plébiscitent aujourd'hui Zelensky.
Et un homme qui n'a jamais fait mystère par ailleurs dans sa carrière de journaliste et tout ça, et de comique, je dirais même de bruiteur, on va dire de pétomane, pendant qu'on y est. Mais ça ne fait rien. Les gens l'apprécient parce que il ne s'est jamais caché d'être juif. Et ils sont très contents parce qu'ils ne sont pas très fiers d'eux, les Ukrainiens, de toute leur histoire. Ils sont très contents de dire, vous voyez, non seulement on s'en fout, nous ne sommes pas ce que l'hallucination que Poutine projette sur nous, mais nous sommes le contraire. Oui. Nous sommes des gens qui ont élu un juif pour l'indépendance et pour la liberté. Seulement l'indépendance et la liberté. Marielle, qu'est-ce que vous en pensez de la démocratie et de la politique selon Lincoln vu par Spielberg? Qu'est-ce que ça vous inspire en 2 phrases? Alors ça c'est difficile, hein, c'est difficile. Je sais que vous avez vu le film. Oui, absolument, j'ai vu le film, et je pense que ce film montre que au fond la politique est une affaire complexe. C'est ça qu'il montre. C'est-à-dire que ce que j'étudie en tant que pédopsychiatre explique certaines choses du politique. Par exemple, par exemple, tout simplement, pour reprendre l'affaire de l'Ukraine, c'est que quand un chef d'État a perdu une partie d'un empire qu'il veut reconstituer, eh bien, tout simplement, cette partie perdue, il veut absolument la retrouver. Là, il y a vraiment quelque chose qui fait partie de la pulsion de mort, qui est vouloir retrouver l'objet perdu et qui, là, pour l'instant, est absolument évidente. Ah, merci beaucoup. Oui. Et alors, Alexis, donc, en vérité, je veux vous poser, j'espère que vous allez répondre, une question qui m'intrigue. Le film de Spielberg sur Lincoln a été applaudi, couvert d'honneur aux États-Unis. En France, il a été accueilli extrêmement froidement. Je n'ai vu dans les articles que j'ai relevés une seule approbation incontestable, c'est dans la revue Hérodote, vous savez, qui est une revue d'historiens. Alors, excellente revue, dirigée par Yves Lacoste. Voilà. Pourquoi ? Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'en France, nous pensons toujours que le social est tout, ou les tyrannies de l'intimité, comme disent certains, et que, en fait, on a assez peu de films historiques. Il y en a quelques-uns, des grands, n'est-ce pas, Abel Gance, Renoir, ou même plus récemment Jean-Paul Rapneau. Mais au fond, des films sur la pensée politique, il y en a très peu, pour ne pas dire pas du tout. Alors, comment vous nous expliquez ça ? Alors que par ailleurs, nous sommes très politisés, etc. 3 raisons sur des plans différents, chère Blandine Kriégel, qui peuvent expliquer cette réception décevante, ou en tout cas minorée par rapport à l'importance du film. On vient de le voir au travers de nos échanges avec Alexandre, avec vous, chère Marielle. C'est un film important, incontestablement. 3 raisons. La première, c'est ce que vous dites sur les tyrannies de l'intimité. L'expression était de Richard Sennett, mais au fond, il décrit assez bien une certaine ambiance sympathique, mais au fond assez limite. On pense qu'à soi, le narcissisme. Non, mais une certaine ambiance sympathique, mais un peu limitée sur le plan de l'exploration du phénomène humain d'un certain cinéma français. D'ailleurs, très subventionné, mais qui est au fond très nombrilique, très centré sur les problèmes de narcissisme des individus, narcissisme qui s'exprime bien sûr dans leurs problèmes amoureux notamment, mais voilà, et ça ne... Pardonnez-moi l'expression, mais ça va pas très loin. Oui, pourquoi rien sur les institutions, rien sur l'histoire de la résistance, rien sur le général. Alors n'exagérons rien, il y a quand même n'exagérons rien. Alors mais des choses scandaleuses, comme par exemple un taxi tour pour Tobruk, par exemple, qui est le contraire de ce qu'on termine juste mon énumération, après on va discuter. Oui. Deuxième raison, c'est une raison d'ordre plus philosophique qui n'a pour le coup rien à voir avec les producteurs de cinéma ou avec leur biais pour, disons, les tyrannies de l'intimité. C'est la minoration, la relégation, en quelque sorte, du droit politique et de la question du droit et de la question de l'état de droit qui vous est cher, au bénéfice de la survivance du social. Oui, enfin, d'une explication globale des phénomènes par les réalités socio-économiques, qui ont leur importance d'ailleurs. Mais alors là, pour le coup, c'est aussi dans le cinéma français, un certain misérabilisme social. Il y a beaucoup de films qui mettent en scène, non sans raison d'ailleurs, mais des pauvres, des gens qui sont des exclus du système, etc. Et ces films ont du succès. Et troisième raison, elle est liée à la deuxième, c'est au fond
les restes du nuage atomique du Tchernobyl robespierriste en France, si vous voulez, qui inspire à beaucoup d'acteurs culturels une hostilité de principe à toute forme de compromis, à toute forme de concession au tiers parti cher à Lincoln. Et dans le cinéma notamment, il y a beaucoup de militants d'une gauche, on va dire, sectaire, qui n'aiment pas cette idée du compromis, qui pour eux est une façon de lâcher les armes face aux puissants. Et donc effectivement un film qui insiste sur la difficulté du politique, sur la nécessité de composer avec un réel, de composer machiavéliennement avec un réel non satisfaisant, ça va pas dans le sens d'une certaine idéologie officielle de la gauche culturelle française. Comme d'ailleurs de la nouvelle extrême droite. Mais alors, pourtant, regardez, la Révolution française, n'est-ce pas, qui est le point de départ au fond de la mythologie, n'est-ce pas, révolutionnaire française. Donner une constitution à la France, c'était ça, n'est-ce pas, le but de l'Assemblée constituante, donner une constitution à la France. Or, voilà un sujet qui s'est totalement évaporé alors qu'il est au cœur, n'est-ce pas, de la réflexion. Oui et non, on pourrait dire aussi qu'un des grands succès, les grands succès cinématographiques populaires, du cinéma populaire de qualité, c'est Robert Hossein. Robert Hossein, vous voyez, il a été consacré, et on ne peut pas dire que Robert Hossein, ce soit une indifférence à ses conquêtes politiques-là. Il faut le nuancer. Un film, citez-moi, parce que là vous parlez du théâtre, plutôt. Mais un film. Il faut. À quel film vous pensez disons qu'il faut nuancer. Vous avez eu quand même un certain nombre de productions cinématographiques. Laquelle qui ont insisté. Non, mais même Germinal de Zola, si vous voulez, insiste aussi. C'est du social. C'est pas que du social. Il faut, vous voyez, les choses. Il y a Roman Polanski qui a fait J'accuse. Roman Polanski. Alors, mais même, si vous voulez, ces conquêtes sociales ne sont pas que du côté de ce que je viens d'énoncer. C'est-à-dire, vous voyez, attention, il faut être nuancé. Mais vous avez raison. Et puis, alors, quatrième raison, jamais oublier ça. Peut-être qu'il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga de l'explication du monde. Mais après tout, Jean-François Revel ou Raymond Aron y étaient sensibles et ils avaient raison. En France, dans les milieux culturels, encore aujourd'hui, il y a un fond de soupçon à l'égard de toute forme d'admiration pour la culture politique américaine. Autrement dit, il y a de l'anti-américanisme qui subsiste. Alors, je me tourne vers Alexandre. Alexandre, vous avez le mot de la fin. En quoi, au fond, cette investigation de la démocratie qu'on trouve dans ce film et de ses voix particulières, eh bien, ça peut nous permettre d'éclairer ce qui se passe en Ukraine. Est-ce qu'en Ukraine, on ne combat pas aussi pour la démocratie ? Est-ce que ce n'est pas une guerre pour la démocratie de la part des Ukrainiens ? Mais absolument. Mais en même temps, et c'est là qu'il faut se garder de tout manichéisme, et Dieu sait que je suis de tout cœur avec le peuple ukrainien et je suis bouleversé par ce qui s'y passe, mais je suis aussi, bien entendu, comme beaucoup, sensible à ce que le peuple russe joue sa survie dans cette histoire, non pas parce qu'il était menacé de mort par les forces extérieures. Ça, c'est ce que Poutine essaie de faire croire dans sa paranoïa organisée. Oui. Mais non, le peuple russe est menacé tout simplement par ses mauvais bergers. Et j'espère beaucoup que Naryshkin, qui est le candidat à la succession, et mes amis éviteront les snipers que Poutine a envoyés maintenant pour essayer de les éliminer les uns après les autres, qu'ils survivront à cette épreuve et qu'ils le mettront exactement comme Adenauer, qui a survécu de justesse à la répression hitlérienne juste après l'attentat du 20 juillet, et bien que ces gens-là mettront la Russie sur la bonne voie, c'est-à-dire la voie de la liberté et de la vie. Ce que nous voulons, ce n'est pas dans cette défaite. Merci. Ce n'est pas la victoire ou la défaite d'un camp. Ce que nous voulons, c'est la victoire de la vie et de la liberté. Merci Alexandre. La philosophie politique nous reconduit toujours à l'actualité. Merci à vous tous. Merci beaucoup.